actiondegroupe.com reçoit aujourd'hui Flavien Bilquez, juriste de l'association de consommateurs issus du syndicat Force Ouvrière. Bonjour Flavien. Bonjour. Donc, en tant que consommatrices, nous sommes perdus dans nos droits et en particulier en ce qui concerne les procédures collectives. Pouvez-vous nous faire un état des lieux des procédures existantes et en particulier de la différence entre l'action de groupe et la procédure en représentation conjointe ? Alors, la question des actions en justice des associations de consommateurs est effectivement une question un peu perturbante parce que parfois on ne s'y retrouve pas effectivement. Il faut savoir qu'une association de consommateurs a agréé au niveau national, donc a le droit d'ester en justice et a à sa disposition 3 types d'actions définies par le Code de la consommation. La première de ces actions est l'action civile en responsabilité qui permet à une association de consommateurs, lorsque l'intérêt du consommateur est atteint, d'aller demander au juge l'octroi de dommages et intérêts pour réparer cette atteinte. C'est une action qui est propre à l'association de consommateurs, qu'elle peut mener à titre principal, individuellement, sans qu'il y ait une action d'un consommateur en parallèle. Le consommateur, lui, il a à sa disposition les procédures de droit commun. C'était jusqu'au 1er janvier 2013 essentiellement la saisine du juge de proximité, qui aujourd'hui a disparu, et remplacé aujourd'hui par le tribunal d'instance qui a repris sa compétence qu'il avait déjà avant l'existence du juge de proximité. L'association de consommateurs, elle, donc je vous l'ai dit, à l'action civile en responsabilité, qui est son action un peu principale aujourd'hui, et elle va avoir en plus, à côté de ça, une action en intervention qui va lui permettre de se greffer à une action intentée par un consommateur. Donc là, on est dans un cas où le consommateur a saisi le juge d'instance aujourd'hui d'un litige, et l'association de consommateurs va pouvoir, elle, mener une action en se greffant à l'action du consommateur pour demander réparation de l'atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, quand le consommateur, lui, demandera la réparation de son préjudice individuel personnel. Troisième et dernière action réservée aux associations de consommateurs, elle a un tout autre but, c'est l'action en cessation d'agissement illicite. Là, on ne demande pas des dommages et intérêts. Le but n'est pas de réparer un préjudice, le but c'est de faire cesser une pratique d'un professionnel qui serait contraire à la loi, voire à éliminer des clauses abusives, et faire supprimer des contrats types. Donc c'est une des autres grandes actions que peut mener une association de consommateurs. À cela s'est rajouté au début des années 90 l'action en représentation conjointe, qui est aujourd'hui la seule action collective existante en France. L'action en représentation conjointe, c'est un embryon d'action de groupe. Dans son mécanisme, qu'est-ce que c'est ? C'est une action qui permet à une association de consommateurs de recueillir des mandats de consommateurs lésés par des professionnels pour agir en leur nom devant le juge et obtenir ainsi réparation à la fois des préjudices individuels subis par chacun des consommateurs ayant donné mandat à l'association pour agir et à l'association elle-même de demander des dommages et intérêts pour l'atteinte aux intérêts collectifs du consommateur. L'action de groupe telle qu'elle est prévue plus ou moins aujourd'hui dans les textes qui seraient adoptés s'ils sont adoptés en l'état, c'est à peu près le même mécanisme. Mais il y a une grosse différence qui va être sur la constitution du groupe. Dans l'action en représentation conjointe, il faut que le consommateur donne mandat à l'association de consommateurs de le représenter en justice. Et l'association de consommateurs, pour recueillir ces mandats, a des moyens de publicité très limités, de par la loi. Le Code de la consommation lui-même interdit à l'association de consommateurs de faire des appels à mandat par voie audiovisuelle, par radio, toute forme de publicité pour recueillir ces derniers. Ce qui est considéré comme une contrainte. Ce qui est considéré comme une contrainte énorme qui de fait empêche de constituer des groupes conséquents qui permettraient de mener ce type d'action. Preuve en est, c'est que l'action elle existe quand même depuis aujourd'hui à peu près 20 ans. Il y en a très très peu qui ont pu être menées par des associations de consommateurs. Et de mémoire, il n'y en a même aucune qui a abouti. Oui, on a parce entendu ça. Il y en a une
dernières quelques années qui avait été tentée par une des grandes associations de consommateurs, où le groupe n'avait pas été validé par le juge finalement, parce qu'il y avait un problème sur justement la manière dont avaient été récoltés les mandats. C'est ce qui aujourd'hui nous empêche, nous, associations de consommateurs, de faire ce type d'action. L'action de groupe telle que nous on défend permet de contourner cet obstacle-là. Parce que là, on aurait un groupe qui serait plus facile à constituer. Nous, à la FOC, on s'attache beaucoup au rapport Young et Béteille, qui était sorti en 2010, qui avait défini déjà un peu ce à quoi pourrait ressembler l'action de groupe en France. Et on est assez proche des conclusions de ce groupe de travail, où on a tout un mécanisme qui permet à l'association de consommateurs, à partir de cas types, de saisir le juge, ce dernier se prononçant sur une responsabilité de principe de l'entreprise, du professionnel concerné du moins, et valide le fait de mener cette action via une action de groupe. Par ce jugement, le juge va pouvoir aussi prendre des mesures de publicité pour après pouvoir constituer le groupe le plus largement possible et faire là un appel aux consommateurs qui seraient lésés par ce professionnel d'intégrer le groupe et d'être réparés, de recevoir une réparation du préjudice subi. D'accord, donc on comprend bien la différence entre l'action de groupe et la procédure en représentation conjointe. L'action de groupe permettant de répondre finalement à toutes les contraintes qui empêchent la procédure en représentation conjointe d'aboutir. Tout à fait. Donc une autre question, nous avons tendance à penser que l'introduction de l'action de groupe en droit français donnerait plus de poids aux consommateurs dans leur dialogue avec les entreprises. Vous qui avez activement lutté contre les clauses abusives dans les contrats proposés par les grandes entreprises telles que la SNCF ou France Télécom, est-ce que vous pensez que cette nouvelle procédure vous permettra de lutter à armes égales ? Alors, je vais répondre en deux temps à cette question. Sur le fait de rééquilibrer les rapports entre un consommateur et les professionnels, indiscutablement, l'action de groupe va jouer un rôle important. Même nous, associations de consommateurs, parfois dans nos rapports avec les professionnels, dans des rapports pré-contentieux, ça va aussi un peu rééquilibrer la marque. Ça va un peu changer la donne et peut-être nous permettre plus d'action. Sur la question de la lutte contre les clauses abusives, l'action de groupe pourra peut-être servir à cette lutte, mais à titre personnel, j'en suis pas persuadé. Parce qu'aujourd'hui, on a une action en cessation d'agissement illicite et en suppression de clauses abusives qui est déjà utilisée avec succès par les associations de consommateurs et qui aura encore son rôle à jouer quand bien même demain on aurait une action de groupe qui serait sortie. Et je pense que si il faut demain supprimer des clauses abusives de certains contrats types, on passera toujours par ce type d'action. Sans compter qu'en amont, il y a aussi le travail de la commission des clauses abusives, qui fait déjà un travail d'élagage et d'études de contrats dans certaines thématiques, qui n'est pas à négliger. Donc sur vraiment la question de la lutte contre les clauses abusives, l'action de groupe pourra peut-être être utilisée. Après, ce sera aux associations de consommateurs de choisir les armes avec lesquelles elles veulent aller en justice, mais ce ne sera pas forcément un plus. Bon, intéressons-nous maintenant aux dérives outre-Atlantique. Aux États-Unis, une class action à l'encontre de Nutella a été introduite par une mère de famille américaine, choquée d'apprendre que la pâte à tartiner qu'elle donnait à ses enfants n'était ni saine, ni nourrissante, qui plus est très calorique. Donc vous qui avez l'habitude de recevoir les plaintes des consommateurs, dans le cadre des actions de groupe, comment ferez-vous la différence entre des plaintes considérées comme extravagantes, telles que l'action menée contre Nutella, et des plaintes fondées ? Alors, ça c'est un des arguments des opposants à l'action de groupe, c'est toujours de nous sortir l'exemple américain. On nous parle de class action, chose à quoi nous on répond, nous c'est pas une class action qu'on veut, c'est une action de groupe à la française. Il faut savoir que l'environnement juridique n'est pas du tout le même, notamment procédural. Aux États-Unis, on a un contexte où il existe des dommages et intérêts punitifs, ce qui n'est pas le cas en France, où on a des jurys populaires, y compris pour des questions qui en France relèveraient des tribunaux correctionnels. Et on a certains grands cabinets d'avocats qui en ont fait un peu
leurs locomotives de ces actions de groupe et qui peuvent, par le biais de ce qu'on appelle le pacte de quotas litis, c'est-à-dire qu'ils se réservent un financement sur les indemnités récupérées lors d'actions de groupe, ce qui leur permet de mener des actions tout azimut. En France, ce n'est pas le cas. Les pactes de quotas litis n'existent pas, on n'a pas de jury populaire. Donc, a priori, toutes ces dérives-là dont on nous parle, on en serait déjà un peu protégé. Qui plus est, les actions de consommateurs ont aussi un rôle à jouer. Comme vous dites, on doit faire le filtre entre des demandes qui seraient farfelues et des demandes qui seraient légitimes. C'est déjà notre rôle aujourd'hui. C'est déjà la manière dont on conçoit notre travail. On reçoit des demandes de consommateurs très variées. Certaines peuvent être farfelues. Notre rôle, c'est d'expliquer à un consommateur quels sont ses droits et lui expliquer aussi quelles sont les limites de nos actions. Ce serait la même chose dans le cas d'une action de groupe, d'autant plus que on serait dans le cadre d'une action judiciaire et on engagerait nous-mêmes notre responsabilité si on allait mener une action qui n'avait aucun sens. Ce serait donc ni aider le consommateur qui lui laisserait croire qu'il pourrait obtenir une réparation qui ne serait pas due, ni un bienfait pour l'association de consommateurs qui pourrait avoir un retour de bâton de la part du juge si on se mettait à faire des actions non légitimes. D'accord, donc l'association de consommateurs fait déjà le filtre à travers toutes les demandes qu'elle reçoit, et ce sera certainement toujours le cas avec l'instauration de l'action de groupe si cela passe. Ça rentre dans notre rôle aussi d'information et d'éducation du consommateur. C'est lui dire quand il n'a pas de droit, quand ses demandes sont exorbitantes, c'est lui expliquer pourquoi. D'accord, merci beaucoup Flavien Vilquez de nous avoir accueillis dans vos locaux de l'association de consommateurs, donc issue du syndicat Force Ouvrière, et à très bientôt pour de nouvelles interviews. Merci.